et gratuite. Nous allons sans plus tarder inviter maintenant le professeur. J'invite Joseph Philippe Omotunde, qui nous vient de Guadeloupe, à prendre la parole pour la suite de la parole en prononçant ici la leçon. Bonjour à tous. Juste avant, je voudrais juste vous préparer recentrer de tous les champs d'activité humaine, que ce soit l'art, la culture, la philosophie, la technologie, la science, qui va engendrer à l'époque des Lumières une forme de métastase philosophique eurocentriste où l'Europe s'acharne ouvertement dans un discours fondamentalement racial et racialiste à reconsidérer le monde à partir de ces seules expériences humaines perçues dorénavant dogmatiquement comme universelles, donc supérieures aux autres, et servant de grille d'analyse à la production de tout le monde. Dès lors, la pensée occidentale devient un système qui fonctionne en vase clos, particulièrement subjectif, car voué à sa propre gloire et se satisfaisant à elle-même. Alors, confrontée naturellement au peuple du Sud, notamment à l'Afrique, elle va confronter le fameux discours colonial binaire du eux et nous. Et là va apparaître véritablement cette attaque frontale de l'africanité, du patrimoine qui est le nôtre. Et d'ailleurs, on dit souvent que ce thème n'a pas été abordé, l'eurocentrisme n'a pas été abordé au milieu universitaire, beaucoup se trompent, puisque M. Golup, qui est spécialiste, le professeur Golup, qui est spécialiste en relations internationales à l'Institut d'études européennes à l'Université de Paris 8, a lui-même ouvertement déclaré, dans une intervention qu'il a faite sur l'eurocentrisme et la modernité, selon la perspective eurocentrique, l'histoire de l'Occident, perçue comme un ensemble culturel cohérent, représenterait un mouvement plurimillénaire ascendant vers le progrès et la raison, caractérisé par le développement graduel et progressif de la capacité de l'homme de maîtriser la nature grâce à la découverte de la rationalité instrumentale. Par contre, l'histoire du non-Occident est perçue comme statique et immobile, les autres étant incapables de sortir de la prémodernité et d'entrer dans la modernité. Tous les philosophes européens du XIXe siècle acceptent cette vision hiérarchisée et hiérarchisante du monde et des cultures, distinguée entre culture moderne et prémoderne, avancée et arriérée, développée et primitive, voire sous-développée, et toutes les qualifications que nous retrouvons même dans l'univers économique. Tous acceptent ainsi la distinction ontologique entre l'Occident et le reste du monde, entre le eux et le nous, et à la fin du XIXe siècle, on passera de cette distinction ontologique entre l'Occident et le non-Occident, entre le nous et les autres, au racisme biologique et aux nombreuses formes de barbarie génocidaire coloniale, notamment illicite, ce qui s'est passé au Congo et en Namibie. Alors c'est justement cette notion de modernité occidentale que notre cher Aimé Césaire, de la Martinique, dans son discours sur la négritude qu'il a fait à Miami en 1987, a fustigé froidement. Quand nos ancêtres ont fait ça, si je ne vous donne pas la clé, vous voyez juste un dessin, mais je vais vous montrer la clé. Voilà. Alors, la clé, c'est que vous voyez la constellation du Bélier, le Soleil est au milieu, parce qu'il y a 12 constellations. Quand la constellation, le Soleil est dans Bélier, vous tirez la droite, il est clair Balance. Et quel est le symbole de la maths? C'est la balance. C'est pour cette raison qu'il a réalisé le Bélier face à la balance. Vous voyez? Le Bélier est face à la balance. Mais si vous ne savez pas que sa pensée est stellaire,
vous voyez un dessin, vous dites, c'est quoi cette représentation? On a un bélier face à la balance, au symbole de la balance qui est la mat. Donc vous voyez que cette pensée africaine qu'on se doit quand même d'explorer cache en réalité une vision scientifique de l'univers. Et ça dépasse l'entendement. Je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que vous remarquez, parce que tout ça, ce sont des conceptions africaines. Est-ce que vous remarquez que si je suis ici dans la constellation du Poisson et que je tire une droite, je me retrouve dans la constellation de la Vierge? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qui vous permet de comprendre le mythe du Ciré d'Acéta. Acéta est vierge, ou Ciré qui meurt et qui ressuscite a pour symbole deux poissons. Pourquoi deux poissons? Vous voyez bien que, stellairement parlant, vous avez deux poissons dans le ciel, le zodiaque, ceux qui sont du signe poisson. Avez-vous remarqué que votre signe poisson, c'est deux poissons? Avez-vous remarqué que lorsqu'on tire la droite des poissons, on va directement dans Vierge? Est-ce que vous voyez un peu les principes? Donc, ce que le vieux, des fois, essaie d'expliquer, c'est que l'histoire, c'est pas quelque chose de terre à terre. C'est une histoire beaucoup plus profonde, dont il faut savoir puiser l'immensité de la réflexion africaine qu'il a générée. Je dis ça parce qu'on allume nos télévisions, on voit des pasteurs nous parler d'une histoire, comme si l'histoire est purement matérielle terrestre. Or, il s'agit, sous la même allégorie que je vous ai dit, Igis et Asclepios, de vous expliquer deux choses. Que l'univers répond à des lois, que ces lois ont existé avant l'apparition de l'univers, et que le créateur de ces lois, c'est celui qui a tout créé. Et que c'est lorsqu'on comprend le fonctionnement de l'univers qu'on sait exactement comment il fonctionne, et c'est là qu'on se met à écrire des textes qui sont des textes à différents niveaux de compréhension. Celui qui est radé pâquerette dit oui parce que c'était le symbole des poissons, parce qu'il mangeait du poisson et qu'il y avait un fleuve à côté où on pêchait le poisson. Ça veut dire que tu es à ce niveau-là. Est-ce que vous comprenez? Mais celui qui est au dernier niveau sait que la constellation du Poisson, quand le soleil est dans la constellation du Poisson, vous tirez la droite, on est dans la constellation de la Vierge. Donc beaucoup de représentations, beaucoup de choses qui sont faites dans nos traditions tiennent compte d'une vision qui n'est pas une vision terre à terre. Donc la question est, avons-nous la capacité, en interrogeant la tradition africaine, d'élever notre niveau de réflexion? Parce que la tradition africaine nous invite à cette élévation. La chose, c'est que je constate que tout le monde n'est pas toujours prêt à cette élévation. Parce que le conformisme fait que, quand on a l'habitude de passer à des idées qui sont à 2 cm du sol, finalement on a pris l'habitude de planer à 2 cm du sol, alors que c'est une invitation à voir au-delà de ce qui est dit. Donc vous voyez, c'est ça qui est quand même relativement important et qu'il faut arriver à comprendre. Parce que, pour vous expliquer encore une dernière petite chose, vous voyez que lorsque l'on est donc au 21 mars, le 21 mars c'est le moment où la durée de la journée égale la durée de la nuit. C'est l'équinoxe. Et après, la durée de la journée va l'emporter sur la durée de la nuit. Et c'est ça qu'on appelle le printemps, notamment, où la nature, elle renaît. Mais dans cette période-là, on constate que une planète particulière, que nos ancêtres appelaient Djouti, qu'on appelle Mercure aujourd'hui, se trouve, qui est la planète la plus proche du Soleil, se trouve dans la constellation de la Vierge. Et cette planète passe pour être le messager de Dieu, enfin le messager du Soleil dans la création. C'est ça qui génère le texte que l'ange de Dieu va dire à la Vierge qu'elle a été choisie pour avoir un enfant. Parce que si vous comptez 9 mois après, on est à décembre. Est-ce que vous voyez l'affaire? 9 mois après, on est en décembre. Donc vous voyez que il y a une tradition africaine qui est la seule capable d'expliquer la pensée de la totalité des pensées émanantes des civilisations aujourd'hui.
parce que nous avons bâti la première des civilisations, les peuples sont venus apprendre chez nous.